Donc c'est ça qui est terrible. Parce qu'à chaque fois qu'on avance, chaque fois qu'on avance dans l'analyse pour comprendre un peu les dessous de ce qui s'est passé, on comprend, j'allais dire, le déficit immunitaire du fonctionnement même de l'État en tant que corps. C'est-à-dire que l'État algérien, il avait un déficit immunitaire. Donc il ne pouvait que tomber malade du cancer ou du sida ou de je ne sais quoi. C'est-à-dire toutes les maladies dangereuses pouvaient atteindre le corps algérien parce qu'il était dans une situation d'insuffisance immunitaire. Oui. Alors justement, si tu me permets, je vais essayer un peu, comme tu m'as dit un jour, il faut nous bousculer, il faut nous... Ah oui, il faut choquer, il faut bousculer, il faut fouetter. Choquer parce que la première présentation que j'avais faite du Boumediene des années 60 est une présentation d'un proconsul qui avait des velléités d'impérator, fabricant de l'État, donnant la primauté à l'État, etc. Tout en faisant passer sa propre personne à travers le culte de la personnalité, à la Louis XIV, entre guillemets, je suis à la Napoléon, à la Louis XIV, à Je crois que la nouvelle donne dans les années 70, c'est la radicalisation du mouvement des non-alignés et le rôle que Boumediene voulait se payer en tant que leader du mouvement des non-alignés. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le changement de perspective qui va s'opérer chez lui. De leader de la polarité d'encadrement, de contrôle, il va devenir, tiens-toi bien, leader de la polarité élitaire. Il perturbe la société. Il perturbe la société, pourquoi? Parce qu'il veut revenir à cette idée qui a été laissée en route sur le bord de la route dans les années 60. Il a sacrifié l'agriculture. Tous les investissements sont allés à l'industrie. Et il se rend compte que l'Algérie, faisant partie d'un mouvement qui a maintenant une audience internationale, qui commence à conquérir l'ONU, le groupe des 77 devient un groupe majoritaire à l'ONU. Il pèse dans les... Et Boumediene se dit, la seule possibilité pour moi, c'est de me tailler un costume de révolutionnaire. Le costume de révolutionnaire, parce que jusque-là, il ne l'avait pas. Il avait un costume d'un dictateur, d'un acteur de comportamento, d'un putschiste. Il lui faut une assise populaire. L'assise populaire va venir d'où? Elle ne va pas venir des villes, elle va venir des campagnes. Donc on renoue avec le populisme. Et en renouant avec le populisme, il va essayer de se présenter, non plus vis-à-vis de l'Europe avec laquelle il est en conflit, avec la crise du pétrole, la nationalisation du pétrole, parce que la nationalisation du pétrole lui aliène toutes les autres antipathies et sympathies. Avec les pays européens se solidarisent de la France. Le pétrole algérien a été déclaré pétrole rouge. Je ne sais pas si les gens se souviennent de cette époque. Quand on allait boire un café à Saint-Michel, il te dit « Non monsieur, prenez votre pétrole ». Si les Arabes ont du pétrole, nous avons des idées. D'ailleurs, le livre de Maltais, le Hussein Maltais, Le pétrole rouge, il est très intéressant à lire. Il faut le recommander. Oui, le recommander aux gens, le pétrole rouge. Oui, absolument. Donc à ce moment-là, il se dit, pour me valoriser aux yeux de ce mouvement afro-asiatique et qui s'est élargi, il est devenu Euro-Afro-Asiatique-Amérique. C'est un mouvement quadricontinental. Il va essayer à ce moment des rapprochements avec Cuba, que Ben Bella avait engagé au début de manière malheureuse, puisqu'il est invité aux États-Unis par Kennedy. Le lendemain, il prend l'avion, il va à Cuba. Effectivement. Sans tenir compte ni du protocole, ni de trucs dans le avec là. Ce qui est peut-être un caractère de sympathie. Ne serait-ce que pour ça. Mais pour Boumediene fait attention à ça. Boumediene veut apparaître comme un leader du tiers-monde. L'Algérie commence à vendre son pétrole. Avec bien sûr tout le background du prestige de la révolution. Commençant à avoir de l'argent,
qu'elle commence à distribuer, elle commence à arroser les républiques bananières d'Afrique. Donc beaucoup d'officiers vont être invités à venir se former à l'Académie internationale de chercheurs. Et qui, à ce moment-là, prennent l'Algérie comme modèle. Donc l'Afrique commence à prendre l'Algérie au sérieux. Qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste les mouvements latino-américains, qui étaient des mouvements de guérilla à l'époque, parce que l'Amérique latine était encore mise à part, Cuba et le Chili dans les années 70. Tous les autres pays étaient sous la férule de dictateurs. L'Europe, mise à part Tito, qui était resté l'ami de l'Algérie, tous les pays européens nous regardaient en chien de faïence. Et les pays arabes qui nous sont devenus hostiles. Ils nous sont devenus hostiles parce que, en cultivant un leadership, les Égyptiens étaient dans une phase d'isolement parce qu'ils sont allés dans la deuxième partie après la guerre de 73 à Camp David. 77. L'Arabie Saoudite qui voulait garder son leadership, bien entendu, et surtout ne pas laisser un occidental, parce que pour eux, nous sommes des occidentaux, un occidental prendre ce leadership, d'autant plus qu'il fricote avec des communistes comme Tito, avec des guerrieros latino-américains qui sont communistes, avec des guerrieros africains qui sont de tendance progressiste, etc. C'est très très mal vu tout ça. Plus les deux satrapes de Syrie et d'Irak qui pensaient légitimement prendre la relève de Nasser. Donc tout ça, lui, il a tablé sur l'Afrique et en se disant, si j'arrive à gagner la bataille de l'Afrique, avec la création de l'OUA quelques années auparavant, et avec le leadership que va jouer l'Algérie en direction de l'Afrique, il se dit, la bataille est gagnée. À ce moment-là, je vais essayer un peu de capitaliser toute cette situation et essayer un peu donc de rééquilibrer les pouvoirs en Algérie, parce que le gros problème c'était l'Algérie. Il y avait une constitution d'une classe sociale qui est née du développement de l'industrie, qui est techno-bureaucratique, avec des patrons, des capitaines d'industrie qui étaient des militaires, parce que beaucoup d'industries avaient été prises en charge par la DNCALP. Il se constituait une sorte d'alliance entre les techno-bureaucrates et certains militaires qui avaient des velléités de devenir des capitaines d'industrie. Et il y avait les autres qui restaient dans le rang et qui obéissaient à la logique que voulait imprimer Boumedienne, parce qu'ils étaient convaincus d'abord de l'aura que cet homme avait, qu'il avait gardé du temps de la guerre de libération nationale, et ensuite du rôle qu'il a joué dans la mise en place de l'État. Et l'État algérien, ça a été militarisé dès le début. Ce sont des gages qui ont été donnés à l'institution militaire. À l'institution militaire et à l'institution sécuritaire, avec la sécurité militaire de l'époque qui contrôlait l'ensemble de la société. Absolument. L'avantage de ce régime, c'était donc aussi d'avoir pratiquement mis en sourdine le MAC. Le MAC a littéralement disparu en tant que structure référentielle du temps de Boumedienne. Mais peut-être qu'ils étaient très influents à l'intérieur des services. Non, il faudrait simplement, là aussi c'est délicat à faire, mais il faudrait un jour avoir la possibilité de le faire si les secrets sont levés. Il faudrait voir combien de responsables du MAC se sont reconvertis dans le domaine industriel. Dans le domaine industriel et dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole industriel et qui ont gardé un pouvoir d'influence à l'intérieur de la sécurité militaire depuis la jusqu'à Al-Khirayat, donc jusqu'aux années 80, et puis qui avait une influence dans la décision politique à travers les satellites, les différents satellites, etc. Absolument. Bon, mais à dire aussi que Boumedienne, il avait commencé déjà, et je ne sais pas si on peut revenir 30 secondes en arrière, il avait commencé d'abord par éliminer les hommes
clés, les fondateurs même du mal. Exact. La première personne qui a été victime de Boumediene, alors que c'est cette même personne qui a fait la promotion de Boumediene, c'était Bossof. Oui, Bossof était écarté des rouages du pouvoir exact. à partir de l'indépendance, jusqu'à sa mort en 1982. Exact. Exact. Donc, cette stratégie qui se met en place, c'est une stratégie qui va essayer de sortir l'Algérie de son isolement, parce que le coup d'État l'avait mise dans une espèce d'isolement, de redorer son blason par une sorte d'aura internationale qui trouve l'occasion de plastronner dans les institutions comme l'ONU, etc. Et ajouter à cela quelque chose qui me semble être important aussi, c'est le fait d'avoir d'abord donné des gages à cette élite en formation ou cet encadrement en formation, cette caste si tu veux, oui. Qui se constituait essentiellement dans les rouages économiques, des industries. Au détriment de la paysannerie, au détriment de la société algérienne, de la société rurale. Exactement. C'est-à-dire au détriment de la société, de l'Algérie réelle. L'Algérie profonde. Alors là, il faut peut-être analyser, et tu peux enchaîner les acteurs. Comment qu'un paysan comme Boumediene, il faut dire que les origines sont paysannes, avait commencé au fur et à mesure de sa prise de pouvoir à partir de 1967 par casser les structures de référence de base de sa propre culture familiale, de son propre référent à lui, de ses propres codes culturels à lui, d'où il venait, de Guelma, des origines constantinois, de Djidjili, etc., etc. Est-ce que ça ne dénote pas d'une frustration de nature psychologique et est-ce que ça ne dénote pas d'un problème, d'un complexe quelque part que Boumediene développait face à toutes sortes de classes, de castes moyennes qui dirigeaient, que ce soit en Égypte, que ce soit à l'époque coloniale en Algérie. Il y avait une certaine classe moyenne qu'il considérait lui comme étant dangereuse parce que c'était considéré comme une bourgeoisie non fondatrice. Oui. Est-ce un problème psychologique chez le personnage? C'est-à-dire, dans la psychologie du Boumediene, on ne voit pas de continuité. Il y a des paradoxes, il y a une sorte de rupture, des turbulences comme ça, de nature psychologique chez l'homme. Franchement, je ne suis pas outillé pour faire ce type de lecture, mais il y a un certain nombre de remarques incontournables. C'est vrai, d'abord, l'homme sort de l'anonymat. Premier constat. Quand il sort de l'anonymat, il met un temps extrêmement court à passer de cet anonymat aux premières loges. Bon. Comment y est-il arrivé? On a développé les hypothèses de travail. Il est possible qu'il se soit prêté à une sorte de manipulation qui lui permettait d'être porté sur les devants de la scène. Ça, on peut appeler ça un complexe de parvenu. Quelqu'un qui, à n'importe quel prix, est prêt à se mettre en avant. Bon. Le prix qu'il a payé, c'est peut-être des gages qu'il aurait donnés à l'institution sécuritaire égyptienne. Mais ça, l'histoire le dira. Je dis bien, je n'affirme rien. Je fais des suppositions. Deuxième élément, comment est-il passé de la paysannerie à la recherche d'une certaine citadinité? Alors, dans la citadinisation, je crois qu'il y a deux choses dans la citadinisation de Boumediene. Avant d'arriver à l'idée même de citadinisation, parce que la citadinisation de Boumediene est tardive, elle va se faire en Algérie. Et peut-être que c'est l'État lui-même qui lui a fabriqué ça. C'est pas lui qui a fabriqué ça. C'est l'État qui l'a fabriqué. C'est quand on a. Il est lui-même devenu le produit de l'État. Quand on a compris qu'il était incontournable pour incarner l'État, on l'a citadinisé. On lui a composé une image de marque, on lui a refait, y compris sa morphologie. Il a changé du tout au tout. Et ses habitudes. Un paysan au cigare, ça ne se voit pas partout dans le monde.
Mais ce qui me vient à l'esprit dans la formation par étapes, j'allais dire. Ce type sort de l'anonymat, quand il arrive en Égypte, on ne sait pas comment il est arrivé. Comme beaucoup d'étudiants, probablement des étudiants mendiants. Ce n'est pas péjoratif, hein. C'est des étudiants qui partent en vivant de la charité dans les mosquées, d'autant plus qu'en Égypte c'était répandu.